Ma mère m'a jeté mon sac à la figure et a dit « Dégage, minable ». Pas de câlin, pas de sourire, juste de la glace dans sa voix et une porte d'entrée qui a claqué derrière moi comme si je n'avais jamais existé. Si vous osez regarder ceci, restez attentif. Êtes-vous déjà rentré chez vous en espérant de l'amour, pour finalement être traité comme un fantôme? 10 ans sous l'uniforme, 10 ans de tempête, de balles, de nuits sans sommeil et de drapeaux pliés. Je ne m'attendais pas à une parade, mais je ne m'attendais pas à ça non plus. Je suis resté là, sur le porche, la neige s'accrochant à mes cils, mon cœur refusant de battre de la même manière. Mon frère a regardé par la fenêtre, puis a ri. Elle veut probablement de l'argent, a-t-il dit. Et mon père, silencieux comme toujours, s'est contenté de s'éloigner. Alors je l'ai fait aussi. Mais pas avant d'avoir ramassé le même sac que j'avais transporté à travers des zones de guerre, maintenant trempé de neige fondue et du venin de ma mère, et d'être monté dans le premier bus pour le seul endroit où je me sois jamais senti en sécurité, chez grand-mère Jean. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je me suis juste présenté. Elle a ouvert la porte lentement, les mains tremblantes. Ses yeux ont trouvé les miens et ils n'ont pas scié. Et puis elle a prononcé 5 mots qui ont brisé chaque parcelle de moi, pourquoi n'ont-ils pas voulu de toi? Je ne me souviens pas d'être tombé. Juste de ses bras qui me rattrapaient. Cette nuit-là, j'ai dormi sous une courte pointe cousue main dans la même chambre que j'avais autrefois tapissée d'autocollants quand j'étais enfant. Elle m'a préparé une infusion au gingembre, a lu des psaumes à voix haute et a murmuré « Je suis si fier de toi, ma chérie ». Mais la fierté ne pouvait pas colmater la brèche. Elle a seulement arrêté le saignement. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. 7 jours plus tard, par un matin clair et glacial, ils étaient de retour, debout sur son porche. Ma mère, mon frère, mon père frissonnant, pâle, suppliant. Ma mère a dit « S'il te plaît, ouvre juste la porte ». Mon frère a ajouté « Ce n'est pas ce que tu crois ». Mais je n'ai pas bougé, parce que ce que je croyais n'avait plus d'importance. Ce que je savais, c'était ceci, ils m'avaient jeté comme une ordure. Et maintenant, j'étais la seule qui pouvait les sauver. Autrefois, ils me connaissaient comme leur honte. Maintenant, ils se souviendront de moi comme d'Helena Carter. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé fixement à travers la moustiquaire pendant que le vent creusait des lignes dans la neige autour de leurs chaussures. Les yeux de ma mère s'agitaient, sauvages et humides. Mon frère ne pouvait pas me regarder en face. Et mon père, il a finalement parlé. Helena, la banque a tout gelé. J'ai cligné des yeux une fois, lentement, puis je me suis tourné vers grand-mère Jean. Elle était assise dans son fauteuil à bascule, tenant sa Bible comme une épée. Elle n'a pas sourcillé, a juste murmuré « Tu ne leur dois rien, ma chérie. » Ils me devaient tout. Et ils le savaient. Il s'est avéré que, pendant que je risquais ma vie à l'étranger, ma famille avait contracté une deuxième hypothèque sur la maison en mon nom sur les papiers et n'avait pas remboursé. Ils ont utilisé les chèques que j'envoyais à la maison pour payer les études de mon frère, les retouches esthétiques de ma mère et les dettes commerciales de mon père. Et quand je suis revenu, j'étais la co-signataire légale d'une maison qu'ils avaient déjà perdue. Mais j'avais encore une carte qu'ils n'avaient pas. La maison n'était pas encore saisie. Et mes avantages militaires pouvaient retarder le processus d'exactement 60 jours. 60 jours dont ils avaient désespérément besoin. Tu ne comprends pas, a pleuré ma mère, s'accrochant à la rampe du porche. On essayait de survivre. J'ai penché la tête. C'est drôle. Moi aussi. Mon frère s'est avancé. Allez, Helena. Tu as un bon travail maintenant. Aide-nous. On est une famille. Famille. Ce mot signifiait quelque chose autrefois. Maintenant, il avait un goût de rouille. Ils n'ont jamais appelé une seule fois pendant que j'étais déployé. Pas même quand ma jambe a été déchiquetée à Mossoul. Mais soudain, quand l'électricité est coupée et que le shérif frappe à la porte, maintenant je suis de nouveau leur fille. J'ai croisé les bras. J'y réfléchirai, ai-je dit froidement. Leurs visages se sont illuminés. Ma mère a même souri. Mais ils n'ont pas remarqué ce que je n'ai pas dit. Pour qui? Parce que je ne pensais pas à les sauver. Je pensais à la façon de leur faire ressentir ce que j'avais ressenti cette nuit-là. Comment faire pourrir leur fierté de l'intérieur? Et quand j'ai fermé cette porte, ma mère a sangloté plus fort. Mais grand-mère, elle s'est juste balancée une fois en arrière et a dit doucement « Laisse-les se noyer dans le silence qu'ils t'ont donné. » Le lendemain matin,
j'ai fait une liste. Pas une liste de pardons, ni de plans, une liste de conséquences. S'il voulait mon aide, il devrait la mériter selon mes conditions. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce qu'il devait le ressentir. Chaque fissure dans le mur qu'ils avaient construit entre nous. J'ai organisé une réunion au vieux centre communautaire du centre-ville. Chaises en métal froid, pas de café, pas de sourire. Ils sont arrivés en retard. Mon frère portait un costume, faisant toujours semblant d'être important. Ma mère épongeait de fausses larmes. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. J'ai fait glisser les papiers sur la table. Signez ça. Ma mère a plissé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de dette. Vous rembourserez chaque dollar que vous avez dépensé de mes dépôts militaires, avec intérêt. J'ai déjà calculé le total. 143 700 dollars. Sa mâchoire est tombée. Mon frère a ricané. C'est de la folie. Je me suis penché en avant. Vous voulez que je retarde la saisie? Vous allez travailler pour ça. Remettre les compteurs à zéro coûte de l'argent. Et cette fois, mon nom signifie quelque chose. Elle a murmuré, mais nous sommes tes parents. Et j'étais votre fille. Quand est-ce que ça a compté pour vous? Ils sont restés silencieux. J'ai ajouté une dernière chose. Si je sauve la maison, vous partez dans 30 jours. Vous renoncez à l'acte de propriété. Le nom de grand-mère sera inscrit dessus. Pas le vôtre. Vous n'aurez pas le droit d'y vivre. Ni maintenant. Ni jamais. Mon frère s'est levé. C'est du chantage. Non, ai-je dit calmement. C'est de la survie. Le genre de survie que vous ne m'avez jamais appris. Ils n'ont pas signé ce soir-là. Mais 2 jours plus tard, ils sont revenus. La plume dans une main tremblante, ma mère a signé la première. Mon père a suivi. Mon frère a claqué le stylo comme s'il l'avait trahi. Et juste comme ça, je possédais tout ce qui comptait pour eux. Mais je n'avais pas fini. J'ai utilisé les failles de la loi sur les anciens combattants pour geler la saisie, mis temporairement tous les services publics à mon nom, puis fixé des délais. Électricité coupée dans 28 jours. Eau dans 30 jours. Le compte à rebours avait commencé. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Je n'avais jamais prévu de garder cette maison non plus. Parce que la vraie vengeance, ce n'est pas de leur rendre ce qu'ils ont perdu. C'est de s'assurer qu'ils sachent qu'ils ne l'ont jamais mérité au départ. Chaque jour après cela, ils agissaient comme s'ils marchaient sur un champ de mines, parce que c'était le cas. Je leur ai donné 30 jours pour vider la maison. Ils l'ont traité comme un hôtel, mais j'observais tout à distance. Mon frère a essayé de m'amadouer. Il m'a envoyé des photos de nos enfants par texto, a dit que je lui manquais. Ma mère a envoyé des messages vocaux en pleurant, m'appelant « ma chérie », comme si ce n'était pas la même bouche qui avait craché « minable ». Et mon père, il est resté silencieux. C'est là que j'ai su qu'il me craignait le plus. Je n'ai pas répondu, pas une seule fois. À la place, j'ai programmé des inspections hebdomadaires avec une amie agent immobilier. Chaque fois qu'il devait la laisser entrer, elle demandait à voix haute « c'est quand déjà la date de déménagement finale ?» Leur visage devenait plus pâle chaque semaine. Le 17e jour, ma mère a appelé grand-mère Jean, en sanglotant. Elle est sans cœur, a-t-elle dit. Nous sommes sa famille. Grand-mère a répondu avec la même fermeté qui m'avait élevé. Non. Je suis sa famille. Vous n'êtes que les étrangers qui lui ont appris la douleur. Le 21e jour, j'ai publié un avis public. Je mettais la maison aux enchères. Les bénéfices seraient versés à un foyer local pour anciens combattants. Je ne voulais pas de la maison. Je voulais la paix, mais je voulais aussi un souvenir gravé dans chaque parcelle de leur existence. On ne peut pas ruiner quelqu'un, puis lui demander de nous reconstruire. Mon frère s'est présenté chez grand-mère le lendemain soir. Donne-nous juste plus de temps, a-t-il plaidé. On te remboursera. Maman n'est pas bien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Moi non plus je n'étais pas bien quand vous m'avez tous fermé la porte au nez. Il a soupiré. J'ai fait des erreurs. Non, ai-je dit, ma voix stable. Tu as fait des choix. La porte s'est refermée à nouveau. Le 28e jour est arrivé. J'ai envoyé le courriel. Électricité coupée à 18 heures. Eau dans 48 heures. Expulsion définitive dans 72 heures.
À 18h02, ma mère a appelé, hurlant, pleurant, accusant. « Tu es diabolique » a-t-elle crié. Non, j'en avais fini. Fini d'être une pensée secondaire. Fini d'être le soldat sans foyer. Il m'avait tourné le dos quand j'avais besoin de lumière. Alors maintenant, il pouvait s'asseoir dans le noir. Cette nuit-là, la température est tombée à -8 degrés Celsius. Pas de lumière, pas de chauffage, pas de confort. Juste le silence, et le son des tuyaux qui protestaient en claquant. Je ne suis pas passé en voiture. Je n'en avais pas besoin. La compagnie d'électricité a confirmé la coupure. J'ai laissé le silence parler. Mais grand-mère Jean, elle était assise à côté de moi sur le canapé, tricotant comme une reine en contrôle de son trône. Ce qui est drôle avec le froid, dit-elle, la voix douce. Ça ne te tue pas. Ça te révèle. Le 29e jour, je me suis réveillé au son de quelqu'un frappant à sa porte. C'était mon père. Pas de fierté, pas d'excuse. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, comme si la honte l'avait vidé. Je ne savais pas qu'ils avaient utilisé ton nom, a-t-il marmonné. Ta mère s'occupait de tout ça. J'ai juste... Il n'a pas terminé sa phrase. Les lâches ne le font jamais. Tu les as regardés me jeter dehors, ai-je dit, et tu n'as rien fait. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Puis il m'a tendu quelque chose. Une boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres que j'avais envoyées du front, toujours scellées. Pas une seule n'avait été ouverte. Pas une. Mon souffle s'est coupé. Ma gorge s'est serrée. Il a chuchoté, elle nous a dit que c'était juste toi qui te défoulais. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance. Mais elle comptait pour moi. C'était ma seule façon de survivre à l'époque. Et il les avait jetés comme des ordures. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, tenant la boîte comme si elle pesait 1000 briques. Il a levé les yeux, le regard vitreux. Parce que la maison est glaciale, et je comprends enfin ce que tu as ressenti toutes ces années. Je ne l'ai pas réconforté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fermé la porte. Parfois, la dignité a le son du bois qui se referme. À la tombée de la nuit, le shérif a signifié l'avis final. Expulsion dans 24 heures. Les voisins regardaient mon frère sortir des boîtes dans le noir. Ma mère le suppliait de faire quelque chose, mais il n'y avait plus rien à faire. La fille qu'ils avaient exilée possédait leur faim. Et moi? J'étais assise dans la cuisine de grand-mère, sirotant un thé chaud, regardant la vapeur s'élever comme une victoire tranquille. La vengeance n'explose pas toujours. Parfois, elle gèle lentement, jusqu'à ce que ceux qui vous ont rendu invisible voient enfin leur propre reflet dans une vitre couverte de givre. 30e jour. Jour de l'expulsion. Ils ne sont pas partis discrètement. Bien sûr que non. Le shérif a frappé à la porte à 10 heures précises. À 10h07, ma mère criait aux droits de l'homme. À 10h10, mon frère se disputait avec l'adjoint comme si la logique pouvait effacer un acte de propriété signé. Et à 10h30, leur vie était entassée dans des bacs en plastique sur la pelouse avant. Je ne suis pas allé à la maison. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà envoyé une équipe de déménageurs non pas pour les aider, mais pour retirer la dernière chose qui m'ait jamais importé dans cet endroit, un album photo de moi et de grand-mère Jean, ma vraie famille. Tout le reste? Qu'on le laisse pourrir. À midi, les voisins se sont rassemblés comme des mouches, chuchotant, filmant. Certains ont fait semblant d'aider. La plupart ne l'ont pas fait. Parce que quand on a joué la victime pendant des années et qu'on est soudainement démasqué, les gens ne se précipitent pas. Ils observent. Qu'ils le fassent. À 14 heures, mon frère m'a envoyé un texto. C'est cruel. Tu nous humilies. J'ai répondu par une seule ligne. Tu m'as fait ça en premier. Plus tard dans la nuit, je suis passé en voiture une fois, juste une fois. Pas pour jubiler. Pour être témoin du moment où mon silence est devenu plus fort que leurs années de mépris. Ma mère était assise sur le porche, enveloppée dans une couverture qu'elle qualifiait autrefois de moche. Maintenant, c'était tout ce qu'elle avait. Mon père était appuyé contre une valise, les yeux creux. Et mon frère, il fixait le panneau, à vendre, comme s'il était écrit en lettres de feu. Je me suis garé à un demi-pâté de maison, j'ai regardé un camion de déménagement s'éloigner, vide. Il logeait dans un motel maintenant, un de ceux qui se louent alors près de l'autoroute.
Je le savais parce que j'avais réservé la chambre. Une nuit, prépayée. Pas plus. C'était le prix à payer pour faire semblant que quelqu'un n'existe pas jusqu'à ce qu'on ait besoin de lui. C'était la justice écrite non pas avec de la rage, mais avec de la patience. Je n'ai pas fait de signe, n'ai pas klaxonné, n'ai pas pleuré. J'ai juste mis le contact, suis parti lentement, et les ai laissés exactement là où ils m'avaient laissé cette nuit de Noël, dehors, seul, dans le froid. Une semaine a passé. Ils n'ont pas rappelé. Plus de textos, plus de culpabilité, juste l'écho de leur silence. Et cette fois, c'était à moi d'en profiter. J'ai acheté une petite maison en périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, 2 chambres, une porte rouge, paisible. Grand-mère Jean a emménagé avec moi. Elle a apporté ses boîtes à thé, son fauteuil à bascule, et ce genre de rire qui sonne comme une guérison. Nous avons peint le salon ensemble, en jaune comme le soleil, parce que nous savions maintenant que la chaleur ne se trouve pas chez les gens qui vous mettent à la porte. Elle est chez ceux qui ouvrent la leur, même quand on ne demande pas. Pendant ce temps, j'ai entendu dire en ville que mon frère avait essayé d'obtenir un emploi dans une entreprise de technologie. Il n'a pas passé la vérification des antécédents. Apparemment, quelqu'un avait signalé ses fausses qualifications. Ma mère vivait avec une amie de l'église, mais la nouvelle s'est répandue. Des dons qu'elle prétendait être pour un traitement contre le cancer avaient mystérieusement disparu. Mon père, lui, a disparu aussi. Probablement pour se cacher de la honte qu'il avait contribué à construire. Mais je ne les suivais pas. Je me reconstruisais. J'ai commencé à être mentor pour des anciens combattants, j'ai enseigné le leadership et la survie à des lycéens. Je suis devenu la voix que je n'ai jamais eue pour d'autres qui rentraient chez eux face à des portes closes. Et un après-midi, alors que je préparais une collecte de fonds, une journaliste s'est arrêtée. J'ai entendu parler de la vente de la maison, a-t-elle dit. Comment elle a financé un nouveau refuge? Les gens vous appellent une héroïne discrète. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas une héroïne, ai-je dit. Je suis juste quelqu'un qui en a eu assez d'être effacé. Elle a souri. Parfois, les personnes les plus silencieuses laissent la marque la plus forte. Cette nuit-là, je me suis assise avec grand-mère sur notre porche. Nous avons bu du cidre chaud, regardé les étoiles. Elle m'a regardé et a dit, « Tu as transformé leur cruauté en bonté. » C'est ça, le pouvoir, ma chérie. Et pour la première fois, je l'ai cru. Parce que j'ai réalisé quelque chose. Le pardon, ce n'est pas de les laisser revenir. C'est de passer devant les décombres sans jamais avoir besoin de regarder en arrière. Je n'ai pas obtenu ma revanche par le feu ou la fureur. Je l'ai fait avec un murmure, une porte fermée, et la force de ne plus jamais frapper à la leur. C'était un dimanche matin quand on a frappé doucement, avec hésitation, un son familier. J'ai ouvert la porte lentement, sans peur, juste curieuse. C'était mon frère. Il avait l'air petit, non pas en taille, mais en présence, comme si la vie l'avait enfin ramené à un niveau humain. Il tenait un sac en papier froissé, osant à peine croiser mon regard. J'ai apporté des muffins, a-t-il dit. De la part de maman. Elle a dit que tu aimais ceux au citron et pavot. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pris le sac. Il s'est éclairci la gorge. Elle est malade. Pour de vrai cette fois. L'hôpital a dit insuffisance hépatique de stade 2. Pas d'assurance. Pas de filet de sécurité. Je suis restée silencieuse. Il a cligné des yeux. Elle est désolée. Vraiment? Ai-je demandé calmement. Ou simplement à court d'options à nouveau? Il n'avait pas de réponse. Ce silence, il était familier maintenant. Et cette fois, je l'ai laissé s'étirer. Finalement, il a ajouté, papa est parti. Il est parti en janvier. On ne sait pas où. Et moi? J'essaie. J'ai étudié son visage. La culpabilité était réelle. Peut-être même que l'effort l'était aussi. Mais mon pardon n'était pas quelque chose que l'on perçoit comme un dernier chèque de paie. J'ai ouvert la porte un peu plus grand. Il s'est avancé, plein d'espoir, jusqu'à ce que je tende la main, non pas pour le faire entrer, mais pour l'arrêter. Tu n'es pas le bienvenu ici, ai-je dit doucement. Pas encore. Peut-être jamais. Son visage s'est décomposé, mais il n'a pas discuté. Au lieu de cela, il a posé le sac sur le porche, a hoché la tête une fois, et s'est retourné. Pas de crise de colère,
pas de supplication, juste une acceptation silencieuse. J'ai fermé la porte et je suis resté là, la main posée sur le bois, respirant. Puis j'ai jeté les muffins à la poubelle. Cette nuit-là, j'ai écrit une dernière lettre, non pas à eux, mais à moi-même. Un remerciement pour avoir survécu. Pour être devenu mon propre foyer. Pour avoir appris que parfois, la vengeance la plus profonde est de ne plus jamais avoir besoin de la leur. J'ai allumé une bougie, dit une prière pour la paix non pas pour leur guérison, mais pour la mienne. Et je le pensais sincèrement. Puis j'ai éteint la lumière du porche, non pas par colère, mais parce que je n'avais plus besoin que quiconque retrouve le chemin vers moi.